Vous parlez de votre candidature et de vos idées. Alors, votre idée est portée par le concept de souveraineté économique, principalement. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par la souveraineté économique? Vous savez, il y a eu l'Afrique de Berlin. C'est-à-dire en 1884, les grandes puissances se sont réunies et puis ils ont partagé l'Afrique en plusieurs enclos, dont la Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui avions choisi le nom, hein. C'est eux qui l'ont choisi, avec pour seul objectif de extraire des matières premières et donc et nous vendre des produits finis. C'était la loi, disons, du colonialisme, et cette loi du colonialisme était garantie par deux instruments fondamentaux. L'armée coloniale, qui n'est pas venue par négociation, qui est venue par agression pour prendre possession d'un territoire. Et puis la monnaie, qui nous prive de nos épargnes, de nos réserves en devises, et qui, ma foi, nous empêche d'utiliser nos devises pour investir dans des secteurs que nous-mêmes nous choisissons. Donc ces deux instruments-là font que, ma foi, la Côte d'Ivoire et l'Afrique, généralement, n'ont pas pu décoller. Et puis il y a un troisième élément qui s'est ajouté, c'est le contrat de concession. Vous savez, on prend une mine d'or, on concède à une multinationale. La Côte d'Ivoire à 5-10% et puis la multinationale à 90%. C'est comme le gaz, c'est comme le pétrole, c'est comme le cacao. Même le cacao, les licences sont inaccessibles aux producteurs même du café et du cacao, compte tenu des cautions énormes qu'on demande. Et donc les paysans sont expropriés de leurs produits. Et donc tous ces rapports asymétriques-là ont été construits à l'époque coloniale. Aujourd'hui, ça a évolué entre-temps. Ça a évolué, mais ça n'a pas encore atteint un niveau où on peut parler de plein emploi. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens dans le système scolaire. On a près de 8 millions de jeunes, de CP1 jusqu'à l'université. Et chaque année, on a 400 000 diplômés. Et sur les 400 000 diplômés, il n'y a que 100 000 qui trouvent un emploi moderne et durable. Les autres se débrouillent dans le secteur informel et en exil. Et donc, il est temps de changer de rapport de production entre l'Occident qui nous a colonisés et l'Afrique qui a été colonisée. Et ce rapport de production, c'est de passer de l'économie des matières premières à une économie industrialisée de matières grises, où on peut absorber l'ensemble des jeunes qui sortent de l'école. Donc, la souveraineté est un impératif catégorique si nous voulons sauver la jeunesse et si nous voulons même transformer l'école. Parce que vous savez, les écoles aujourd'hui, c'est à l'image de l'école coloniale, c'est-à-dire on délivre des diplômes, mais il n'y a aucune qualification. Je prends l'exemple toujours d'un diplômé de mécanique. Au tableau, il est excellent. Mais vous le mettez devant un moteur, et il ne sait même pas comment on fait pour démonter un moteur. Ça, c'est être diplômé sans qualification. Nous devons changer cette logique-là pour passer des diplômes à la qualification, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-faire. Alors, ça fait beaucoup d'idées que vous entremêlez, qui s'entrechoquent dans ce premier développement-là. Awa Domelo, installé au palais présidentiel, ce serait quoi les premières décisions, si vous en aviez 3? La première décision, c'est d'abord une loi d'amnistie pour apaiser la vie politique. Parce que vous savez, le multipartisme a engendré beaucoup de frustration, beaucoup d'arrestations, beaucoup de personnes qui ont été exclues de la compétition électorale ou qui sont encore en exil ou en prison. Donc il faut une loi d'amnistie pour apaiser le climat politique et le climat social. Et donc après... Il y a eu des lois d'amnistie par le passé. Est-ce que vous pensez que ça produit l'effet escompté, tel que vous le décrivez? Non, parce que la logique multipartisane fabrique ses propres exclusions et utilise tous les instruments. Donc on peut libérer un aujourd'hui, demander en prison 2. Toujours dans la même logique du parti-État. Donc l'amnistie ne réglerait pas le problème. Justement, c'est pour cela qu'il faut un État démocratique. Et donc, pour moi, la démocratisation de l'État de Côte d'Ivoire est une nécessité. Et elle passe par la création d'une institution d'inclusion, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le Conseil des sages, qui serait, le reflet de l'ensemble des forces politiques, mais aussi des anciens chefs d'État. Et ce Conseil des sages-là va permettre d'avoir une commission électorale indépendante, forcément, puisque on va lui soumettre, la commission électorale, on va lui soumettre tout ce qui est république, c'est-à-dire la justice, etc., pour que les juges soient suffisamment neutres, parce que choisis d'une manière consensuelle, et que la liste électorale soit neutre.
parce que choisi d'une manière consensuelle, et que le découpage électoral ne soit pas asymétrique au profit du parti au pouvoir. Donc tous les instruments qui divisent la Côte d'Ivoire doivent faire l'objet d'un consensus national. Et c'est comme ça qu'on peut créer les conditions du jeu démocratique, c'est-à-dire où il y a un arbitre, et puis la République fonctionne normalement et les libertés démocratiques sont garanties par une justice indépendante. Et dans ce système-là, qui aurait l'opportunité de la nomination des membres du Conseil de ça, c'est le président de la République. Ben forcément, ça reviendrait à la case départ. Non, parce que les anciens chefs d'État, c'est pas moi qui les ai nommés chefs d'État. On est d'accord. Ils sont automatiquement membres. Vous pouvez les extirper du Conseil. Non, ils sont membres du Conseil d'État, du Conseil des sages. Voilà, et puis les partis politiques les plus influents, ceux qui sont représentés au Parlement, et puis vous avez la communauté religieuse et traditionnelle qui est là, et puis vous avez des leaders de la société civile qui peuvent être choisis pour être membres du comité des sages. L'essentiel, c'est qu'on ait une démocratie inclusive et que le jeu démocratique soit l'affaire de chaque différence, parce que c'est la synergie des différences qui fait le jeu démocratique et non l'exclusion. Dans votre développement sur la souveraineté économique, vous avez touché du doigt une question que vous évoquez souvent, la monnaie, le franc CFA. Exactement. Vous, une fois à la tête de la Côte d'Ivoire, vous engagerez une nouvelle réforme de cette monnaie? Forcément, puisque dans tous les cas, l'Afrique de l'Ouest a déjà engagé des réformes dans ce sens-là. Ils ont mis en chantier... On est arrivé à la monnaie éco. Voilà, ils ont mis en chantier l'éco, mais vous savez comment l'histoire s'est terminée. Est-ce que l'histoire est terminée? Non, elle n'est pas terminée, mais elle a été mise en mal. Pourquoi? Par l'ancienne puissance coloniale avec notre président. Vous y voyez un sabotage de la France? Évidemment. La France n'a aucun intérêt à se débarrasser du CFA. C'est un matelas de réserve en devises pour la France. Et donc, elle n'a aucun intérêt. Aucun. Et donc, toutes les manœuvres nécessaires pour conserver ce matelas-là, vous savez que nos réserves en or sont en France. Et donc, si vous avez votre réserve en devises en France, vos réserves en or en France, c'est comme si vous travaillez et puis c'est quelqu'un d'autre qui gère votre salaire. Il est bien évident qu'ils ne vont jamais autoriser à ce que vous investissez en étant en concurrence avec celui qui gère votre salaire. Et donc, la question de l'industrialisation est forcément liée à la souveraineté monétaire. Sans souveraineté monétaire, on n'a pas les moyens de notre politique. On peut faire de beaux programmes, de beaux discours, mais c'est ceux qui financent, en dernière analyse, qui, parfois, décident des projets à financer. Et donc, comme vous le constatez ces derniers temps, on a une vague de croissance tirée par le bâtiment et les travaux publics, parce que c'est nécessaire pour évacuer les produits finis de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi nécessaire pour évacuer les matières premières de l'Afrique vers l'Europe. Donc, c'est des investissements qui arrangent le système. Mais vous ne verrez jamais, à part les 2 décennies de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où grâce à la caisse stable, vous pouvez amener une politique vigoureuse de création de 60 à 80. De 60 à 80. Mais on a vu comment ça s'est terminé. Ça a été démantelé, privatisé, vendu. Et aujourd'hui, on est privé de ce potentiel industriel-là. La Côte d'Ivoire s'est désindustrialisée. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, justement, qu'il y a une réindustrialisation